Bonjour, bienvenue au balado Le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval et je suis intervenante sociale à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, je vous invite à visiter notre site web sociétéalzheimerdequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la Société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute! Allô, bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être présents. Docteur Laforce, Monica Lavoie. Aujourd'hui, la thématique, on va vraiment parler, on a tendance, en fait, on a le réflexe de beaucoup parler quand on parle de troubles neurocognitifs, on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer. On a déjà reçu une neuropsychologue au balado qui est venue nous parler vite fait d'autres troubles neurocognitifs comme le trouble frontotemporal, la maladie à Corder-Lewis, etc. Je trouvais ça super intéressant de parler des aphasies primaires progressives. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, Docteur Laforce, neurologue, neuropsychologue et titulaire de la chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives. Monica Lavoie, tu es orthophoniste et coordonnatrice scientifique de cette même chaire. Exact. Merci d'être là. Merci. D'abord, j'aimerais... Normalement, je commence toujours par une présentation. Docteur Laforce, on vous a déjà vu. Pas que je ne vais pas vous présenter à nouveau, mais j'aimerais quand même te faire un petit peu de place pour que tu puisses peut-être te présenter, Monica, pour qu'on puisse savoir qui est Monica, puis d'où l'orthophonie et pourquoi les aphasies primaires progressives. Oui. Donc, en fait, moi, je suis orthophoniste de formation. J'ai toujours su que la communication me passionnait. Donc, ça fait longtemps que je sais que je veux faire ça. Puis, au courant de la maîtrise, j'ai eu la chance de travailler en recherche dans le domaine des troubles neurocognitifs, plus spécifiquement là, des aphasies primaires progressives. Puis, ça a vraiment été un coup de foudre, en fait, pour le domaine. Donc, quand j'ai terminé ma maîtrise, ensuite, j'ai fait mon doctorat, mon post-doctorat à Toronto sur le sujet, donc sur les aphasies primaires progressives. Et la vie fait bien les choses parfois. Donc, on s'est rencontrés il y a 5 ans au tout début là, de la chaire de recherche. Puis, ça fait 5 ans là, que je suis coordonnatrice scientifique pour la chaire de recherche sur les APP. Wow. Puis en fait, à quoi sert la chaire? Qu'est-ce que vous faites à la chaire de recherche plus spécifiquement? C'est quoi les recherches sur quoi on travaille en ce moment, par exemple? Chose, en fait, moi, disons, le souhait que j'avais, c'était aussi de répondre à la demande de la famille, parce que la famille nous ont donné 1 million, ont renouvelé pour un autre million pour un autre 5 ans. Okay. Puis quand vous parlez de la famille, vous parlez de la famille Lemaire. Oui, okay. Fondation de la famille Lemaire. Puis Monica et moi, dans le fond, on a toujours cette espèce de redevance envers la famille. On veut que les souhaits, on est reconnaissant qu'ils nous donnent des sous pour nos travaux, mais on doit aussi être en accord avec leurs souhaits. Et puis la famille voulait, compte tenu de ce qui s'était passé pour un des leurs, qui avait tardé à avoir un diagnostic, qui avait de la difficulté aussi à avoir de l'information sur ce type de maladie-là, on a ce souci-là de vulgariser l'information puis de la communiquer. On a développé une plateforme APP maintenant qui est internationale, qui est facile à utiliser, qui est en plusieurs langues, en italien, en espagnol. Et aussi, en parallèle, on a des projets de recherche originaux. On a plus de 4 étudiants là, qui ont eu des bourses, qui ont fait des travaux justement scientifiques. Donc, je dirais qu'il y a un volet vulgarisation clinique, puis il y a un volet recherche. OK. Puis, si on part de la base, probablement que si on dit le terme aphasie primaire progressive, les gens comprennent peut-être aphasie, mais qu'est-ce qu'une aphasie primaire progressive, puis qu'est-ce qui la différencie d'une aphasie typique qu'on connaît? Oui, c'est très différent. Les gens ont peut-être en tête un de leurs proches qui a eu un AVC. Un AVC, c'est un événement subi. Hein, au temps 0, tu es bien. Au temps 1, 4 secondes après, tu n'es plus bien. Puis donc, la différence, c'est que l'aphasie primaire progressive, c'est un processus dégénératif progressif qui est lentement évolutif. Les familles nous arrivent en disant, ben, tu sais, dans le fond, ça fait au moins 1 an, ça fait peut-être même 2 ans quand on y pense que là, la personne cherche ses mots, a de la difficulté à comprendre ce qu'on dit, n'utilise pas les bons mots, alors qu'un AVC, c'est vraiment subi,
c'est foudroyant. Puis, naturellement, le processus n'est pas pareil. Un accident vasculaire cérébral, le terme le dit, c'est un problème de vascularisation au niveau du cerveau. Et donc, la prise en charge, la définition, l'évolution, le traitement, tout ça est très différent. Donc, on peut dire qu'une aphasie typique, est-ce qu'on peut avoir une progression positive? Est-ce qu'on peut améliorer les symptômes? Bien, les gens qui font un AVC, par exemple, en aigu, sont très symptomatiques, c'est très sévère. Puis, progressivement, ont une certaine récupération. OK. Dépendamment, dans le fond, de la taille de l'AVC, de plusieurs autres facteurs aussi, la personne peut vraiment s'améliorer puis atteindre un niveau de fonctionnement qui n'était pas loin du niveau antérieur. Ça dépend un peu de la taille et de la grandeur de l'AVC. Pour les aphasies primaires progressives, les enjeux sont différents parce que, veut pas, on est toujours face à une progression lente et insidieuse. Alors, on n'a pas gagné la bataille contre la pathologie qui génère le problème. Il y a une pathologie, il y a un substrat pathologique qui s'accumule dans le cerveau puis qui continue à s'accumuler. Mais, puis Monica peut enchaîner sur ces aspects-là, on peut compenser cependant pour les déficits qui sont présents. OK. Ça pourrait permettre une espèce de plateau, si on veut. On pourra en parler plus tard, là, par rapport à l'orthophonie et tout les points positifs que ça peut apporter. Mais ça peut permettre une espèce de plateau sans nécessairement avoir une amélioration. C'est ce que je comprends. Oui, parce qu'en compensant, en utilisant des stratégies de compensation, effectivement, les gens ont un plateau. Puis, selon les formes d'aphasie, c'est un peu comme dans tout, il y a des formes d'aphasie qui sont un petit peu plus rebelles, qui sont un peu plus dévastatrices, qui touchent d'autres symptômes, d'autres systèmes neurologiques aussi. Mais il y a des formes d'aphasie qui sont un petit peu plus amenables à la réadaptation. OK. Puis, est-ce qu'on a une idée de la cause d'une aphasie primaire progressive? Est-ce qu'on sait, ça part d'où, ça vient d'où, comment? On connaît bien le substrat pathologique, la cause dans le cerveau, ça, c'est très bien défini. OK. Grâce aux recherches en neurosciences, on a bien compris le processus pathologique. OK. Mais pourquoi ça part, pourquoi chez quelqu'un, puis pas une autre, ça, c'est pas clair, à moins d'avoir des composantes génétiques. Évidente, mais non. Puis c'est le même problème avec la maladie d'Alzheimer classique mémoire. Ouais. La maladie d'Alzheimer classique mémoire, on la connaît très bien, on peut la définir très bien sur le plan pathologique. Mais pourquoi ça commence? Encore là, il y a des facteurs de risque. Mais pourquoi ça commence chez une personne puis pas l'autre à côté, ça, on ne sait pas. Quand vous dites substrat pathologique, ouais. On parle vraiment de dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe qui crée la maladie. Puis ça nous vient des études post-mortem. Quand les gens sont décédés, on fait des autopsies. Et là, on étudie les lames pathologiques, donc les portions du cerveau sur lesquelles on va voir, par exemple, dans des régions très, très, très clés, comme des régions précieuses pour la mémoire, dans l'aphasie primaire progressive, des régions qui sont précieuses pour le langage, une accumulation. C'est comme si les neurones, en bon québécois, les neurones sont jammés dans la pathologie, donc ne fonctionnent plus et sont détruits au fur et à mesure. Il y a un processus pathologique qui vient comme enrayer la capacité des neurones de communiquer entre eux. OK. Vous avez dit qu'il y a plusieurs formes, plusieurs types d'aphasie. Ouais. J'en connais 3. Oui, bien, c'est bien. Il y en a. Bien. Est-ce qu'on sait combien il y en a au total? Ou... Il y en a sûrement une 4e, puis on pourrait rajouter aussi des formes qui sont mixtes, un peu grises, un peu mélangées, là, on pourrait dire, qui se chevauchent. Mais oui, il y en a 3. La principale que tout le monde connaît, qui est la plus fréquente, c'est la variante langagière de la maladie d'Alzheimer. Donc, on connaît la maladie d'Alzheimer classique mémoire, mais comme on le sait, il y a au moins 4 variantes à la maladie d'Alzheimer, et une de ces variantes-là, c'est la variante langagière. Puis là, un synonyme de ça, c'est la variante logopénique. Ça, c'est les mêmes termes, ça veut dire la même affaire. La même affaire, OK. Puis nous, quand on parle de la VL-APP parce que c'est VL, variante logopénique de l'APP. OK. Puis comment qu'elle se présente? C'est quoi les symptômes, les premiers symptômes? C'est quoi la différence entre justement la variante logopénique des autres variantes qui sont, il faudrait que je vérifie, non-affluentes? Oui, il y a la variante non-fluente agrammatique, qui est la 2e. Il y a la variante sémantique, qui est la 3e. Il y en a une qu'on appelle l'apraxie primaire progressive de la parole. Fait que nous, on l'appelle l'APPP. Plutôt qu'une APP, c'est APPP, donc apraxie primaire progressive de la parole. Puis on pourrait dire qu'il y a des formes mixtes, dépendamment du substrat pathologique. Des fois, c'est clean.
mais des fois, ça se chevauche. Donc, il y a plusieurs processus pathologiques, puis ça donne des présentations cliniques mixtes. Fait qu'on pourrait... Puis, il n'y en a plus après, c'est tout. Oui, non, c'est tout. Mais est-ce qu'on peut, je ne sais pas si tu peux nous différencier, peut-être les trois, tu sais, la variante logopénique, celle qui est la plus commune, elle se présente comment? Oui, bien en fait, souvent, ce que les gens vont rapporter d'abord, c'est la difficulté à trouver les mots. Puis ça, c'est vrai dans l'ensemble des aphasies primaires progressives, mais dans la variante logopénique, souvent, c'est ce qui va être présent en premier. Donc, la personne va avoir de la difficulté à trouver ses mots, puis parfois, on le voit dans le bureau, puis rapidement, on est capable d'identifier parce que les gens vont avoir un discours circonlocutoire. Donc, ils vont passer par Boston pour se rendre à Chicoutimi. Donc, ils vont essayer d'exprimer leurs propos, mais en bout de ligne, on n'a pas nécessairement eu la réponse, puis on a fait des détours et des détours. Donc, ça, c'est assez typique là, de la variante logopénique. Puis sinon, ce qu'on va rechercher, mais qui est peut-être moins évident dans la vie de tous les jours, c'est une difficulté à répéter les phrases qui sont plus longues. Parce que les gens, c'est comme si on a tous un enregistreur qui nous permet de répéter des mots, de répéter des phrases. Puis dans la variante logopénique, c'est comme si cet enregistreur-là, il a une capacité qui est plus limitée. Donc, si on a une phrase qui est longue, la personne va être en mesure d'enregistrer la première partie, mais la seconde partie, il n'y aura plus assez d'espace. Donc, elle ne sera pas capable de la répéter. Donc, ça, c'est rare que les gens vont arriver avec cette plainte-là parce qu'on répète rarement des phrases, mais nous, c'est quelque chose qu'on va aller fouiller en clinique puis qui va être assez indicateur là, de cette variante logopénique-là. OK. Puis qu'est-ce qui la différencie de, par exemple, les autres variantes dont on a parlé tout à l'heure? Oui, bien dans la variante sémantique, celle-là, elle était assez facile à reconnaître généralement parce que c'est vraiment la sémantique, comme son nom l'indique, qui est touchée. La sémantique, c'est toutes les connaissances qu'on a sur les objets, les concepts, sur le monde qui nous entoure. Donc, quand la sémantique, elle est touchée, oui, la personne peut avoir de la difficulté à trouver ses mots, mais il y aura aussi des impacts au niveau de la compréhension. Nous, l'exemple classique qu'on a dans le bureau, c'est par exemple la conjointe qui va nous dire, j'ai envoyé mon conjoint à l'épicerie chercher du brocoli, puis il est arrivé à l'épicerie, puis il a dit, du brocoli, j'ai aucune idée c'est quoi ça. Donc ça, drapeau rouge, là, au niveau plus de la sémantique, de la compréhension des mots, la compréhension des concepts. Donc, quand on a ça, c'est assez typique là, d'une variante sémantique de l'APP. Puis la dernière variante, la variante non fluente agrammatique, peut se manifester soit par des changements au niveau de la parole, donc une apraxie de la parole. Souvent, au tout début, ça va toucher plus la prosodie, donc la mélodie du langage. Les gens vont parler, la mélodie de la parole, pardon. Les gens vont parler de façon plus monotone, vont souvent parler plus lentement, donc vont rapporter des changements au niveau de leur parole, une parole qui va être moins naturelle, un peu, ou des changements au niveau de l'habileté à construire des phrases qui sont complètes, qui sont complexes. Donc, chaque variante a une signature qui est assez typique. Quand on voit les gens au tout début, généralement, c'est assez facile d'identifier. Bon, par contre, le défi, c'est qu'on ne voit souvent pas les gens au tout début. Donc, quand on les voit, quand ils arrivent à la clinique de la mémoire, par exemple, ça fait 3 ans, 4 ans que ça évolue, bien là, on peut avoir un heureux mélange de différents symptômes là, au plan du langage, de la cognition, puis c'est un petit peu plus difficile d'aller départager à ce moment-là. Oui, parce que c'est ça, les gens, ils ne consultent pas nécessairement en début ou en phase légère de la maladie, autant les aphasies que peu importe le type de trouble neurocognitif, je pense. Donc, on va souvent chercher des diagnostics en phase modérée. Oui, on a de tout, je dirais. On a des gens qui sont quasiment trop tôt dans la présentation, puis ils disent, mais là, tu sais, je cherche mes mots, c'est-tu une aphasie? Puis Monica l'a bien expliqué, il y a une différence entre chercher ses mots, et ça accompagne le vieillissement normal. Tout le monde cherche ses mots en vieillissant. Ça, c'est normal. Mais dans la variante logopénique, la personne a de la difficulté à véhiculer ses propos. C'est pas pareil. Chercher ses mots au point de ne pas être capable de converser. Puis comme Monica disait, passer par Boston pour aller à Chicoutimi, ça finit plus de finir, comme on dit en bon québécois. Et là, la personne va dire, oui, mais tu sais, je suis allé, tu sais, là, on y va, là. On est allés ensemble, là. Ben non, tu le sais, là, tu sais, on est allés ensemble là-bas, là. Puis ouais, on a fait ça, là. Tu sais, quand on fait ça, là. Puis là, les gens autour disent, mais là, on comprend pas, là, c'est quoi qu'elle veut dire exactement. Puis là, les gens, ils remplacent, ils compensent, ils vont combler les vides. Ça, c'est vraiment un problème. Et donc, on a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils cherchent leurs mots. On les écoute parler 14 secondes, puis on sait que c'est pas ça. OK. Puis à l'inverse, il y a des gens qui viennent, ça fait 3 ans que ça dure, sont
totalgiques, entre guillemets, dans le sens qu'ils ont des symptômes, ils ont des présentations cliniques dans toutes les sphères, puis là, on se dit, oh, OK, c'est quoi exactement? Fait que je pense qu'il faut consulter tôt. Mais pas trop tôt Mais non pas plus. trop tôt, c'est ça. Qu'est-ce qui est quoi? Faut comme... Et c'est en ce sens que la plateforme APP est utile parce qu'on a les critères diagnostiques sur le site Internet avec des vidéos aussi. Oui. Puis on illustre, c'est toujours plus facile dans les troubles du langage d'avoir une vidéo parce que juste l'écrire, les gens ils disent « Ah, c'est quoi ça? Ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Ouais. » Le trouble de répétition, ben, tu sais, on a quelqu'un qui montre là, vraiment clairement un problème à répéter une phrase. Donc là, les gens, maintenant, je dirais, les gens, certains nous arrivent dans le bureau en disant « Écoutez, on sait que c'est ça, là. On a vu votre site, on est allé voir, là, puis c'est ça, là. Ouais. Bien, cette vidéo-là, nous, on s'y réfère assez souvent, là, quand justement, des gens nous arrivent avec ce diagnostic-là. On pourra le mettre là, dans notre section description là, pour effectivement que les gens puissent s'y référer puis mieux comprendre. Parce que même quand tu lis, mettons, je vais prendre mon expérience à moi, quand j'ai lu les différents types, on comprend, mais pas tant que ça. En même temps, les différences qui doivent être quand même assez subtiles. Là. Ouais. Donc, en voyant les vidéos, là, ça permet effectivement d'avoir une meilleure idée et un meilleur portrait là, de « Ah oui, OK, c'est comme ça que ça se présente, effectivement. » Puis j'ajouterais qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire dans la population générale, mais chez les professionnels de la santé aussi. Puis c'est une des missions qu'on a à la chaire aussi parce que, oui, il y a des gens qui arrivent tôt, mais il y a aussi des gens, malheureusement, puis ça, on l'entend à tous les mois, l'histoire de, ben, je suis allée consulter mon médecin de famille, mais là, ils m'ont dit, ben, c'est normal en vieillissant que ce soit plus difficile au plan du langage. Fait que là, 1 an passé, les gens sont retournés. Tu sais, fait que des histoires où il y a eu beaucoup d'errance, disons, médicale avant que les gens arrivent dans notre bureau. Fait que c'est une des choses aussi qu'on veut faire avec la chaire, que les professionnels de la santé en première ligne soient mieux informés, mieux outillés aussi, pour être en mesure de dépister puis de départager un peu ces cas-là, parce que c'est vrai qu'il y a des gens où il n'y a pas de processus, il n'y a pas de troubles neurocognitifs en installation, puis on est dans du vieillissement normal. Mais de départager qu'est-ce qui est quoi avant qu'on soit rendu en stade modéré, justement, puis qu'on se dise, ben oui, il y a vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Là. C'est un volet important que Monica a développé avec ses collègues en orthophonie, c'est-à-dire la formation des jeunes professionnels qui peut-être ont eu moins la chance d'être exposés aux aphasies primaires progressives ou dans leur milieu de travail sont soudainement en requête, en demande, disent, ben là, on a une consultation pour une aphasie primaire. Non, mais moi, je fais juste de l'AVC, oui, mais... il y a d'autres problèmes aussi, là. Ça pourrait être une aphasie primaire progressive. Est-ce que tu es... Donc, en formation continue, Monica, son groupe ont développé une formation continue. On a plus de... On est rendu à plus de 100 orthophonistes là, partout au Québec. Donc, on a formé... Qui ont suivi la formation. OK. Puis, quand elle mentionnait aussi d'outiller les gens en première ligne, c'est bien beau dire, ben là, soyez plus vigilants, ça existe, les APP, mais il faut que les professionnels aient des outils pour les reconnaître, ces variantes-là. Donc, les outils anciens ne sont pas faits pour ça. Ils ont été faits pour les troubles cognitifs de façon générale. Attention, mémoire, oui, langage, mais très, très... Tu sais, nommer un stylo, nommer une montre, là, c'est pas un examen du langage. Et les fonctions visuospatiales, etc. D'autres ont été faits plus pour le dépistage du trouble cognitif léger. Et ça, c'est bien fait, c'est super. Mais là, nous, on participe à des consortiums internationaux pour développer justement des outils en première ligne. Et ça s'en vient. Là. On est en train de les développer puis de les valider au Québec en français avec des normes ici pour que les infirmières, les médecins en première ligne, les gens, les professionnels puissent dire, OK, ouais, j'ai remarqué quelque chose du langage. C'est la plainte principale aussi de la famille ou du patient. Regarde, on va utiliser cet outil-là. Puis on va aller voir si on ne peut pas identifier quelque chose de façon plus précoce. Exact. Puis en étant en mesure de dire, bien, est-ce que justement, ce qu'on voit au niveau du langage, est-ce que c'est conforme à ce qu'on s'attend pour une personne de cet âge-là, de ce niveau de scolarité-là, ou si vraiment on est dans plus quelque chose probablement de pathologique qui est en train de s'installer. Là. Donc, on essaie de travailler un peu sur tous les fronts pour vraiment faire en sorte que les gens soient mieux diagnostiqués puis plus tôt. Là. Bien, venons-en, je pense, je trouve ça intéressant, le lien qu'on peut faire. Là. Bien, de quelle façon on peut diagnostiquer ça, justement, un trouble de l'aphasie primaire progressive? Oui. Il faut toujours réaliser que c'est un ensemble d'informations de divers aspects. C'est pas juste une prise de sang, c'est pas comme une hémoglobine. Si on dit, moi, OK, j'ai eu une prise de sang, je fais de l'anémie. Ça, c'est relativement simple.
En clinique, les troubles neurocognitifs, puis ça s'applique, tout ce qu'on discute là, ça s'applique autant à la maladie d'Alzheimer qu'aux autres problèmes neurocognitifs. Ça commence par une bonne histoire. Il faut entendre la présentation des problèmes, qu'est-ce qui s'est passé, ça prend du temps, il faut questionner le patient, mais il faut questionner les proches aussi. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Est-ce qu'il y a des changements? C'est quoi les confondants qui peuvent venir brouiller le tableau? Des fois, on a un nouveau médicament qui a été commencé, on a l'apnée du sommeil, on a la consommation d'alcool, c'est des gros confondants. Et donc, ça, c'est une première ligne, hein, c'est l'histoire. On fait l'examen neurocognitif, donc il y a un examen neurologique physique, on regarde plein de choses à l'examen neuro. Monica, tout à l'heure, parlait d'une variante qui a un impact sur la vitesse, par exemple, de la parole, les capacités de s'exprimer, l'articulation, tout ça. Bien, à l'examen neuro, on va le voir. Et il y a l'examen cognitif/langage. On parlait des tests de langage qu'on développe. Donc, faire nommer, faire répéter des phrases, faire voir si la personne comprend bien certains concepts. Et puis, il y a l'imagerie du cerveau, comme on dit. Hein, quand on va au garage, il faut rouvrir le hood, mais c'est le même principe. Nous, il faut rouvrir le hood, il faut aller voir. Il y a plein de choses qui peuvent mimer un problème de langage, une tumeur, un AVC qui était silencieux. Il y a vraiment un travail à exclure pour nous, comme médecins, à exclure les confondants. Et là, ben, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on se fait notre opinion sur le diagnostic probable. Et la pathologie comme telle peut nous venir maintenant, en 2024, on a accès à ça, de certains biomarqueurs. Si, par exemple, la présentation est comme assez claire, mais il y a des choses qui sont des enjeux qui demeurent présents. Ça peut être quelqu'un qui est encore sur le marché du travail, ça peut être quelqu'un qui a montré d'autres signes, d'autres symptômes, puis on se dit, ouais, il faudrait peut-être aller un peu plus loin pour confirmer la pathologie sous-jacente. Bien, on peut faire une ponction lombaire, ou maintenant les prises de sang avec biomarqueur Alzheimer. Et on a toujours accès aussi à la PET scan, le TEP, tomographie par émission de positron du cerveau, pour aller voir le métabolisme de certaines régions. Et puis, honnêtement, il y a certaines circonstances où la réponse n'est pas claire. C'est 6 mois plus tard que finalement, le chat sort du sac. Alors, il ne faut pas penser non plus que d'emblée, c'est facile. Hein? Ce sont des diagnostics qui sont relativement complexes. Et on a aussi, avec l'avènement de la popularisation de ces phénomènes-là, des personnes qui se présentent avec des troubles de langage qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qui sont vraiment issus, pas d'une problématique dégénérative, mais d'une problématique peut-être plus en lien avec un stresseur ou un traumatisme qui altère leur langage. Ça pourrait être mais c'est pas une forme d'APP, là, mais ça pourrait être la cinquième catégorie de troubles du langage. Et avec la chaire, on en a vu de plus en plus des gens comme ça. Fait que je pense qu'il faut en parler eux aussi parce qu'ils doivent être pris en charge, ces gens-là. Oui, mais pas nécessairement par votre chaire. Non, exactement, c'est ça. Par une autre... Mais qu'on puisse les reconnaître. Oui, c'est un peu un casse-tête. On essaie de mettre toutes les pièces ensemble. Puis des fois, tous les morceaux vont super bien, puis l'image est très, très claire. Puis des fois, ben, il nous manque des morceaux. Il y a des morceaux qui rentrent un petit peu moins bien. Mais c'est un peu ça, le processus. Puis vous aviez dit tout à l'heure que, bon, à un stade qui est léger, c'est plus facile de justement différencier les différentes aphasies. Quand on est rendu à un stade modéré, une personne vient vous consulter à un stade modéré. Puis là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça se peut que la personne... Ce qu'on avait vu avec la neuropsy que j'avais rencontrée, c'est qu'elle disait que, bon, ben foncièrement, plus la maladie avance, plus les troubles cognitifs avancent, plus ils ont la même finalité, si on veut. Là. Donc, plus c'est difficile de différencier. Comment vous faites pour différencier, justement? Est-ce qu'il y a une obligation de les différencier ou... C'est intéressant ta question parce que rendu à un certain stade, je pense qu'on est plus en mode assurons-nous du confort de la personne. Parce que de toute façon, les nouvelles thérapies ne visent pas les gens en stade modéré ou encore les gens en stade sévère. Je parle des nouvelles thérapies qui vont enrayer la pathologie sous-jacente. Alors, rendu là, effectivement, c'est plus de s'assurer que la personne n'est pas dangereuse pour elle-même ou pour les autres, qu'il y a une compréhension de la famille qu'il s'agit de quelque chose de dégénératif, il s'agit de quelque chose qui va se détériorer encore plus. Et là, on passe plus en mode palliatif, je dirais, s'assurer que la personne est sécuritaire, qu'elle est dans un environnement qui est plaisant pour elle, qu'elle passe des belles journées. Mais on n'est plus en mode compensation ou en mode traitement
curatif. Là. Donc, l'importance d'avoir le diagnostic rendu à un stade, ou un diagnostic précis, on va dire ça comme ça, à un stade modéré et moins, est un peu moindre. Absolument. OK. Oui. Puis, de quelle façon bon, là, vous avez ces gens-là dans le bureau, vous les informez de la meilleure façon possible. Ouais. De quelle façon est-ce qu'il y a des traitements, bon, au niveau médical, est-ce qu'il y a une médication? Je sais, tu sais, dans les autres troubles neurocognitifs, la maladie d'Alzheimer, on donne souvent une médication. Est-ce que cette médication-là fait aussi pour les aphasies? Oui. Donc, c'est une grande question. La chose qu'on peut mentionner, disons, au sens large pour l'ensemble des troubles neurocognitifs, c'est que les avancées pour la maladie d'Alzheimer sont en première position, alors que les avancées pour les maladies comme les démences frontotemporales ou la maladie à corps de Lewy ou les autres sont en deuxième et en troisième position. Donc, en première position, on a maintenant un traitement qui est accepté aux États-Unis, qui renverse la protéine amyloïde dans le cerveau, qui a eu des impacts au niveau de tous les outcomes qui ont été mesurés, c'est-à-dire tous les tests qui ont été faits dans le cadre de ces études-là, que ce soit au niveau cognitif ou au niveau des aspects fonctionnels au quotidien, les activités de la vie domestique, les activités de la vie quotidienne, ont réduit d'à peu près 30% les symptômes en comparatif à un groupe placebo. OK. Alors ça, c'est pas encore accepté par Santé Canada. On attend cette réponse-là d'ici bientôt. Et il faut que ça soit aussi approuvé par l'INES, qui est l'organisme régulateur au Québec. Et donc, pour revenir à ta question de base, comment on traite nos Alzheimer langagiers, qui est la forme de la maladie d'Alzheimer là, qui touche le langage, plus spécifiquement l'APP, la variante logopénique, l'APP. Bien, actuellement, étant donné que le médicament qui renverse l'amyloïde n'est pas encore approuvé, on utilise la bonne vieille molécule qui est un anticorps, pas un anticorps, mais un inhibiteur de l'acétylcholinestérase, qui est par exemple Aricept, Exelon, des molécules qu'on utilise depuis une trentaine d'années. Et pourquoi je veux en parler, c'est qu'il y a une étudiante qui a travaillé avec nous, Julie Carrier-Auclair, qui est une étudiante à la maîtrise, qui est en médecine, qui a montré justement, on l'a publié cet article-là récemment, qui a montré que quand on donne cette pilule-là à nos gens qui ont une variante logopénique d'aphasie progressive, ben, ils se comportent comme des gens qui ont la maladie d'Alzheimer classique mémoire. OK. Et ils se comportent donc, ça donne pas un bénéfice en le sens que ça améliore pas les fonctions pour dire renverser la maladie, mais ça diminue la vitesse de détérioration, aussi bien dans nos APP, le logopénique, que dans la maladie d'Alzheimer classique mémoire. OK. On pourrait dire que, dans le fond, cette molécule-là, dans nos groupes d'APP, est non inférieure à ce qui a été approuvé sur le marché pour la maladie d'Alzheimer classique mémoire. Maintenant, dans l'avenir, on s'attend absolument à utiliser les nouveaux anticorps dans la maladie d'Alzheimer classique mémoire, mais aussi dans les Alzheimer logopéniques. OK. Ah, c'est intéressant. Fait qu'on sait qu'il y a quand même un impact. Au niveau de la médication, il y a quand même un impact, peu importe le trouble neurocognitif. Absolument. Du moins au niveau langagier. En fait, c'est que dans ce cas-là, c'est que c'est la même pathologie qui est sous-jacente. C'est juste que dans le cas de la maladie d'Alzheimer classique mémoire, ben, c'est dans les zones qui sont responsables de la mémoire qui va s'accumuler, tandis que dans la variante logopénique, ben, c'est dans les zones importantes pour le langage. Mais c'est la même pathologie, c'est le même coupable. Si on peut dire ça. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est que les recherches qui se font sur la maladie d'Alzheimer peuvent éventuellement être efficaces sur les aphasies primaires progressives aussi. Exactement, particulièrement la variante logopénique, parce que la maladie d'Alzheimer bénéficie de beaucoup de budget dans le monde entier, puis c'est excellent pour cette recherche-là. Oui. C'est vraiment le chef de file et ça va avoir un impact sur ces patients-là qui présentent une APP à pathologie Alzheimer. Ouais. C'est intéressant. Puis, outre la médication, on a parlé un peu tout à l'heure, c'est là qu'on embarque dans l'orthophonie. Quel impact ça peut avoir, justement, de faire appel à l'orthophonie quand on a une aphasie primaire progressive? Parce que souvent, les gens peuvent penser que, vu que, justement, il y a une détérioration, il y a une progression de la maladie, bien, ça, c'est pas nécessairement efficace ou utile de faire appel à l'orthophonie. Oui, merci beaucoup pour la question. Ça, c'est mon cheval de bataille. C'est, évidemment, je prêchais pour ma paroisse, mais on a aussi la littérature scientifique là, qui démontre l'efficacité de l'orthophonie dans les troubles neurocognitifs. Une des premières choses, en fait, qu'il faut savoir, c'est que dans les aphasies primaires progressives, on le dit, c'est le langage qui est touché d'abord. Éventuellement, oui, les autres fonctions cognitives vont l'être, mais dans les premiers stades, puis dans certaines variantes, même très longtemps, des fonctions cognitives comme la mémoire, qui sont hyper importantes pour l'apprentissage, vont être parfaitement préservées. Donc ça fait en sorte que
nos patients qui présentent une aphasie primaire progressive sont en mesure, quand on les voit au tout début de la maladie, de réapprendre certaines choses. Évidemment, on va vouloir viser le réapprentissage de choses qui sont fonctionnelles. Fait que ça pourrait être de réapprendre, par exemple, le nom de certains objets qui sont très, très utiles pour la personne, que la personne a besoin de nommer dans son quotidien. Okay. Donc, on va vraiment toujours vouloir avoir une visée fonctionnelle, mais le réapprentissage va être possible. C'est sûr que dans un contexte de trouble neurocognitif où on s'attend à une détérioration, le rôle de l'orthophoniste va être beaucoup en compensation. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. Donc, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est de compenser les difficultés qui vont s'installer, soit par des stratégies de communication, donc autant la personne qui présente l'aphasie primaire progressive que les proches peuvent utiliser des stratégies pour faciliter la communication. Et on a tout le volet des outils de compensation. Donc, maintenant, avec la technologie, juste sur le téléphone, il y a plein d'applications qui sont hyper intéressantes pour les gens qui ont des difficultés de communication. Souvent, les applications qui sont gratuites, qui sont hyper simples d'utilisation. Puis le rôle de l'orthophoniste, en fait, ça va être d'évaluer, mais c'est quoi le profil langagier de la personne? C'est quoi les impacts au niveau du langage? Donc, quelles sont les capacités langagières qui sont altérées, qui sont problématiques, mais aussi quelles sont les capacités langagières, cognitives qui sont préservées. Puis le but, le travail de la compensation, ça va être toujours ça, donc de miser sur les forces pour compenser les difficultés. Donc, évidemment, plus on voit les gens tôt, bien, plus il y en a des capacités qui sont préservées. Donc, plus on a d'outils pour construire puis aller travailler avec nos moyens de compensation. Donc, un des rôles de l'orthophoniste, en fait, ça va être vraiment d'établir c'est quoi le profil de la personne puis comment on va aller compenser parce qu'une stratégie, un outil qui va être bon pour une personne ne le sera pas nécessairement pour une autre personne. Puis l'autre chose, c'est que c'est évolutif. Ouais. Donc, ce qui est efficace pour une personne à un certain stade peut, 6 mois plus tard, ne plus être efficace. Être efficace. Donc, à ce moment-là, bien, l'orthophoniste va aussi accompagner les familles dans le cheminement puis dire, bien, OK, maintenant, ça ne fonctionne plus ou maintenant, voici une autre situation qui est problématique. Bien, comment on peut faire pour accompagner la personne? Fait que moi, souvent, je dis aux gens, bien, c'est sûr que communiquer, notre option A, disons, ce qu'on va c'est de communiquer à l'oral, comme on fait, comme vous avez fait toute votre vie. Puis nous, notre rôle, c'est que si cette option-là, A, ne fonctionne plus, bien, c'est de trouver avec vous une option B, une option C. Puis s'il faut se rendre à l'option Z, on va se rendre ensemble à l'option Z pour conserver la communication le plus longtemps possible. Il y a un deuil à faire qui est inévitable de cette capacité-là, qui était la capacité langagière ou la capacité de la parole d'avant. Ça fait mal. Puis les gens, ça, c'est une phase qui est difficile. Mais si on le compare, des fois, quand on parle de nos processus de compensation, c'est abstrait. Mais si on le compare à quelqu'un qui a fait un AVC puis qui est plus capable, disons, de bouger sa jambe, ben tu peux rester assis puis pas être capable de marcher versus utiliser une aide à la marche que le physio t'a procuré puis être capable de te déplacer avec cette aide. Est-ce que tu vas faire le deuil de ta jambe? C'est sûr. Tu voudrais pas être paralysé. Tu voudrais pas. Tu voudrais être capable de bouger la jambe. Mais là, une fois... Donc, on a des gens, par exemple, qui vont comme dire « Non, moi, non, pas d'orthophonie, je veux pas aller là. » Puis éventuellement, dans le processus d'acceptation, rapplique les proches, la famille insistent. Puis là, à un moment donné, bon, on les voit réapparaître en disant, ben là, j'ai pas été référé en orthophonie ou je sais pas pourquoi on m'a pas appelé. Mais là, tu sais, il y avait aussi des enjeux au départ. Mais donc, faut pas négliger non plus cette phase-là de dire, c'est une perte, là, c'est un deuil. Mais il y a vraiment des choses à faire, comme en AVC pour la jambe, on peut te procurer une béquille, on peut te procurer une marchette. Ben, en orthophonie, on peut te procurer des stratégies justement pour compenser les problèmes de langage jusqu'à un certain point, mais vraiment qui ont un impact majeur. Puis ça ne sera pas des aides, c'est ça, à la marche, ça va être des aides à la communication. Exact. Puis je donne un exemple, moi, c'est un de mes exemples préférés parce que je pense que ça démontre un peu tout le volet significatif pour les proches. Donc, il y a une dame qu'on suivait à la clinique de mémoire qui avait la variante non fluente. Donc, c'est vraiment, elle perdait graduellement sa capacité à utiliser la parole pour être en mesure de s'exprimer. Puis, elle avait eu la chance là, d'être suivie assez tôt en orthophonie. Et il existe des appareils où, dans le fond, on peut enregistrer
la voix de la personne, enregistrer des messages, puis après ça, que ces messages-là puissent être joués. Puis cette dame-là, avec l'orthophoniste, avait fait ça au tout début de la maladie, alors qu'elle était encore capable de s'exprimer. Puis dans les derniers moments, elle est décédée maintenant, malheureusement, dans les derniers moments de sa vie, ses proches disaient à quel point c'était précieux qu'elle puisse leur dire « je t'aime » avec sa voix sur l'enregistrement. Okay. Fait que c'est ça un peu notre travail aussi. Ouais. Bien, ça m'amène à penser, est-ce que éventuellement, ou peut-être maintenant déjà, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle justement sur les stratégies de communication? Parce que je sais que ça existe. Maintenant, tu peux enregistrer la voix des gens puis faire dire à l'AI ce que tu veux, mais avec la voix des gens, ça peut... Bien, en fait, dans les logiciels de synthèse vocale, c'est un peu ça qu'ils utilisent. Fait que ça peut être la voix qui est enregistrée là, directement à la personne qui dit le message, mais je pense aussi qu'ils sont capables d'utiliser justement la voix de la personne pour... Fait que ça, j'avoue qu'on n'est pas encore... Il y a beaucoup d'enjeux aussi avec l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses. Fait que dans les... Il va falloir peut-être faire enregistrer un échantillon dans la trentaine de ta voix. Oui, puis avec l'intelligence artificielle, plus tard, s'il y a une maladie, ça va générer tout ce que tu veux facilement. C'est sûr qu'il y a plein de possibilités parce que, tu sais, déjà, on l'a vu juste moi, tu sais, quand j'ai terminé ma maîtrise, puis maintenant, ben, tu sais, les technologies, avant, c'était beaucoup des applications. Il fallait acheter l'application ou, tu sais, il fallait avoir, bon, l'appareil de communication. Puis maintenant, ben, c'est sur le téléphone. Puis ce qui est intéressant, c'est que les gens l'utilisent de plus en plus aussi, même les personnes qui sont plus âgées. Fait que, tout le monde a son téléphone intelligent. Fait que c'est très peu stigmatisant de dire, ben moi, tu sais, j'ai quelque chose que j'ai besoin d'utiliser sur mon téléphone. Tout le monde a son téléphone. Tu sais, fait que c'est pas comme sortir avant, c'était des gros appareils. Ton gros enregistreur à cassette. C'était pas exact, là. Tu sais, c'était beaucoup moins subtil, disons. Mais maintenant, avec tout ce qu'il y a juste en aidant la personne à utiliser les fonctions natives sur les appareils intelligents, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire. Fait que oui, je pense que l'intelligence artificielle va amener encore des possibilités là, à ce niveau-là. Puis probablement que dans 10 ans, on va en reparler, puis on va être ailleurs. Là, Et puis ça évolue vraiment vite. Je me posais la question pendant que tu parlais, est-ce que les gens qui ont des difficultés langagières présentent aussi, parce que vous parliez de stratégie et tout, ils ont aussi des difficultés au niveau à l'écrit. Est-ce que l'écrit peut aussi être une alternative dans les stratégies? En fait, ça peut être une excellente stratégie de compensation. Fait que, ça, encore là, tu sais, quand je dis c'est l'orthophoniste qui va voir, ben, qu'est-ce qui est préservé chez la personne. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir des difficultés à l'écrit aussi, puis que ça sera pas super efficace pour eux. Il y a des gens qui, d'emblée, n'utilisent pas tant l'écrit, fait que c'est pas une stratégie à laquelle ils vont recourir. Mais, par exemple, quelqu'un qui a une apraxie de la parole, où la parole est très touchée, puis c'est difficile de s'exprimer à l'oral, bien, ça se peut qu'à l'écrit, ce soit beaucoup plus facile d'être capable d'écrire, tu sais, du moins des mots-clés ou des courtes phrases pour se faire comprendre. Fait que ça fait partie des stratégies qu'on peut mettre en place, mais c'est très dépendant de la personne. Ça dépend vraiment de chaque personne. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne compréhension, exactement, une compréhension globale. Parce que dans le fond, si le mot vient pas à l'oral, c'est pas parce que le mot est pas présent. Le mot peut être présent à l'écrit aussi. Il s'agit de trouver le bon canal pour l'exprimer. Absolument. Ça peut être... on a fait acheter par les fonds de la chaire des boogie boards qu'on appelle, qui sont en vente pour 20 $ là, sur Amazon ou autre. Puis c'est vraiment comme quand on était petit, là, les scratch pads, là, t'écris, puis t'effaces. Puis il y a certaines personnes, justement, qui sont rendues proches du mutisme, mais qui arrivent à communiquer avec le boogie board. Ou les cahiers de communication où tu vas pointer, par exemple, le type de repas qui te plaît plus, etc. Là. Fait que des pictogrammes aussi, ça peut être des stratégies dépendamment, justement. Oui, bien maintenant, c'est ça. Maintenant, je dirais qu'on n'utilise plus tant les pictogrammes parce que, justement, il y a beaucoup d'autres choses. Oui, exactement. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, les fonctions exécutives vont être touchées dans les troubles neurocognitifs de façon générale, mais dans les aphasies primaires progressives aussi, puis assez tôt. Puis souvent, les pictogrammes, c'est très abstrait. Donc, on va toujours dire aux gens, si on veut travailler avec un tableau de communication, que ce soit un tableau papier ou sur une tablette électronique, peu importe, d'y aller le plus possible avec des photos. Puis, si possible, des photos dans l'environnement de la personne. Fait que si on veut la chambre, bien, idéalement, c'est la chambre de la personne. Sinon, c'est la photo d'une chambre. Parce qu'un pictogramme, ça demande une grande capacité d'abstraction. Puis souvent, c'est dommage parce que ça va être essayé par des intervenants, tout ça, puis on va dire, ben ça fonctionne pas. Fait que, alors que peut-être qu'avec des photos... Personne peut vouloir dire repos en montrant une chambre, mais dans le fond... Oui, puis tu sais, moi, on prend toujours l'exemple de la personne qui a envie, tu sais, le petit pictogramme, mais pas... Les gens avec un trouble neurocognitif ne comprennent pas ce pictogramme-là versus l'image d'une toilette.
Ouais, Là, c'est c'est beaucoup ça. plus clair. C'est qu'est-ce que ça souvent signifie. parce que nous, au centre de jour, justement, on utilise des photos parce que les gens Ouais. nous aident à faire la vaisselle et tout. Ouais. Fait que dans les armoires, on utilise des photos, mais Ouais. on le nomme souvent, il faut que les images des C'est bols, ça. des assiettes soient les mêmes que celles qui sont Qui est à utilisée. l'intérieur ou qui sont Ouais. utilisées, parce que sinon, ils ne reconnaîtront pas nécessairement. fait. Là, C'est ça, donc, exact. c'est quand même un détail important Ah oui. qui Oui. va tout changer dans la stratégie. Oui, puis des fois, c'est dommage parce qu'effectivement, on va comme laisser aller l'idée d'avoir un support imagé parce qu'on se dit, ben, on a essayé les pictogrammes puis ça ne fonctionnait pas. Ouais. Alors que Ouais. juste un support imagé avec des photos Aurait aurait faire fonctionné. toute la différence pour la personne. Fait que, tu sais, là aussi, l'orthophoniste, c'est son rôle, rôle. son expertise Ouais. d'aller préciser ces petites choses-là, comme tu disais, qui sont des... Tu sais, c'est des détails, mais qui peuvent faire toute la Ah oui. différence. La façon Ouais, hein. dont les photos sont organisées, si souvent on va les organiser en catégories sémantiques. OK? OK. Donc, si on veut, par exemple, avoir un outil de communication où la personne va pouvoir pointer des choses qu'elle aimerait manger, bien, on va avoir le réflexe de dire, bon, on va mettre les fruits, les légumes, etc. Pour quelqu'un qui n'a pas d'atteinte sémantique, ça peut être une très bonne option. Quelqu'un qui a une atteinte au niveau de la sémantique ne sait plus ce qui est un fruit et un légume. C'est ça. Donc, elle ne pourra pas utiliser cette organisation-là. OK. Donc, c'est un réflexe qu'on a. Mais si on ne se questionne pas sur, OK, mais c'est quoi le profil de la personne que j'ai devant moi? C'est ça. Encore une fois, probablement qu'elle n'utilisera pas l'outil. Ouais. Alors que juste le penser autrement, ça aurait pu faire toute la différence. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que c'est ça. Ben, en fait, je veux savoir, au niveau de l'orthophonie comme telle, est-ce que vous, c'est un service que vous pouvez offrir ou c'est pas dans vos. Tu sais, le suivi orthophonique? Ouais. Ouais, en fait, à la clinique de la mémoire, on n'offre pas de suivi en orthophonie. Les services sont très différents d'une région à l'autre. Fait que ça Ouais. aussi, c'est un autre cheval de bataille, d'autres choses qu'on essaie de promouvoir avec la chaire. Parce que, tu sais, vous disiez au tout début, ben, les gens souvent pensent que, ben, tu sais, c'est dégénératif, fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a encore plein de gens, puis il y a encore plein de milieux où c'est ça qui est véhiculé comme idée, tu sais. C'est aussi que les gens ont peur, peut-être, parce que, tu sais, l'orthophonie, ça peut être... faut débourser un certain Ouais. montant. Ouais. Les gens ont peur de payer, puis que Ouais. ça soit inutile, ce qui en Ben, en on a ressort. établi une trajectoire avec l'IRDPQ Ouais. à partir d'Enfants OK. Jésus. Ouais. Puis, il y a une trajectoire aussi avec la clinique universitaire. Ouais. Puis, la formation qui est distribuée, comme Monica parlait d'une centaine de personnes, une centaine d'orthophonistes qui ont été formés aux aphasies progressives comme telles, dans vraiment un programme extrêmement détaillé, avec des études de cas, etc., fait en sorte que on a maintenant un cahier quand même répertoire avec les gens qu'on sait qui sont à l'aise avec OK. ces services-là. Puis on peut maintenant, à partir de gens qu'on voit à la clinique de mémoire, on les a sur le site Internet, ces ancrages-là. On peut dire, ben, regardez, dans Trois-Rivières ou dans Sherbrooke, il y a telle personne OK. Vous pouvez référer, Oui. justement, Ouais. les qui orthophonistes qui sont voit des gens avec des spécialisés. problèmes comme ça. Ouais, Ouais. exact. OK. Puis ce qui est important de savoir aussi par rapport à, par exemple, on a parlé tout à l'heure d'aphasie post-AVC, où là, souvent, on est dans de la réadaptation Ouais. fonctionnelle intensive. Donc, les gens sont vus, par exemple, à l'IRDPQ, au Centre de réadaptation des déficiences physiques de Québec. Les gens sont vus plusieurs fois par semaine pendant des longues périodes. Dans les aphasies primaires progressives, c'est pas ce modèle-là de service qu'on préconise. On préconise vraiment des blocs de suivi parce que la maladie, elle va évoluer. Donc, OK. ce qu'on souhaite, c'est Ouais. que les gens puissent être vus quelques rencontres. C'est ça. On met en place les stratégies, les outils, ce qu'on a à mettre en place pour aider la personne. Puis après ça, on fait une pause 6 mois, 1 an. On revoit la personne pour faire une mise à jour. Où on est rendu? Qu'est-ce qui fonctionne plus? C'est quoi les nouvelles situations qui créent des difficultés? On réajuste. Il y a même à l'IRDPQ, les orthophonistes se rendent à domicile aussi. Ouais. OK. Chez les gens pour avoir des interventions qui sont vraiment ancrées dans leur réalité. Fait que c'est un mode de service qui est très différent. Puis ça aussi, c'est important parce que si on essaie de calquer ou de dire, ben on offre 8 rencontres, 8 semaines consécutives, puis après ça, le service est terminé, Ouais. c'est mieux que rien. On est Oui. d'accord que c'est mieux que rien. Ouais. Mais c'est pas ce qui est optimal, puis c'est pas ce que la littérature nous démontre qui est optimal non plus pour cette clientèle-là. Donc, il y a OK. encore tout un travail à faire au niveau de développer les services, mais à Québec, on est très chanceux. On a une trajectoire de service qui est bien établie, puis qui prend vraiment compte du modèle de service là, qui est plus optimal pour cette clientèle. Il y avait un peu une historique aussi à Québec avec Joël Macquart à l'Université Laval. Il y a eu dans le programme déjà des cours. Fait que, tu sais, il y a un ancrage un peu. Il y a des gens qui sont dans les milieux, même il y a des gens qui font de la recherche. Alors, il y a quand même, il y a disons, il y a le modèle clinique recherche déjà un peu établi dans la OK. ville de Québec qui fait que ça a été
plus facile d'établir ses tentacules que dans d'autres milieux un peu dans le monde. Là. Ce qui est rassurant, effectivement. Ouais. Maintenant, tu sais, là, on parle de la réhabilitation, du moins de l'orthophonie chez la personne elle-même. Quand on est un proche aidant ou du moins quelqu'un de l'entourage d'une personne qui reçoit un diagnostic de l'aphasie primaire progressive, est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Parce que, tu sais, des fois, on a tendance à... Bon, la personne cherche les mots, on a tendance à vouloir essayer l'aider, trouver le mot pour elle. De quelle façon on peut agir auprès de cette personne-là pour qu'elle se sente le plus confortable possible, justement, puis le plus à l'aise possible? Ouais. C'est une question complexe parce que c'est vécu différemment par différentes personnes. Donc, il n'y a pas juste la personne qui vit la maladie puis qui se voit détériorer puis qui voit ce qui s'en vient. Il y a l'aidant qui aussi vit ses batailles à sa façon. Donc, déjà dans le bureau, on voit des aidants qui sont vraiment qui vont, on pense, qu'ils vont probablement rempirer la situation juste de par leur réaction. Mais que voulez-vous, ils ont à vivre ce qu'ils ont à vivre. Donc, tu sais, on ne peut pas les blâmer, puis c'est très difficile ce qu'ils vivent aussi. Donc, on est là plus pour les guider, puis pour essayer de faire en sorte, d'une part, les programmes qui ont été développés dans le contexte de la chaire, qui sont plug and play pour l'aidant, pour le patient, je pense que l'important, ils aident à faire comprendre la maladie à l'aidant, puis faire en sorte que le vécu est relativement easy-going, d'accepter qu'on ne renversera pas la maladie, d'accepter qu'on est là pour procurer des compensations jusque dans une certaine mesure, puis qu'il y a quand même des winners. Si on comprend bien la maladie, il y a des choses qu'on va faire qui vont avoir un impact, puis il y a des choses qu'on va faire qui vont vraiment avoir un impact négatif, mettons impact positif, impact négatif. Fait que je pense que dans ce modèle-là, comme je dis, il y a des aidants, écoute, qui sont incroyables, qui comprennent le problème, qui agissent au bon moment. C'est quelque chose qui se discute avec la personne atteinte aussi. Moi, c'est toujours ce que je dis. Les gens disent, quand il cherche son mot, est-ce que je le dis à sa place? Demandez-lui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il Est-ce qu'il veut qu'on l'aide? Puis des fois, il y a des gens qui vont dire, quand on est chez nous puis qu'on jase ensemble, laisse-moi le trouver ou dis-moi juste la première lettre, puis comme ça, je suis contente, j'ai trouvé. Bon, aide-moi. Mais si je suis à l'épicerie, puis que là, il y a plein de monde derrière moi, puis que je cherche mon mot, là, dis-le-moi. Oui, je comprends. Fait que dans ce contexte-là, je veux que tu me le dises. Quand on est avec des amis, comment? Fait que c'est des choses qui se discutent parce que d'une personne à l'autre, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va vouloir la même chose puis qui va être à l'aise dans la même façon de fonctionner. Il y a des gens que ça va les frustrer si on les aide, il y a des gens qui vont être contents qu'on le fasse. Donc, moi, je dis toujours aux proches, parlez-en. Demandez-lui qu'est-ce qu'il préfère. Puis, tu sais, c'est sûr il y a des clés aussi générales au niveau de la communication, comme le fait de prendre son temps, de bien choisir ses moments. C'est sûr que ça, on a une conversation importante à avoir le matin avant de partir. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Puis d'éviter de faire semblant d'avoir compris. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on dit aux proches et aux intervenants. C'est quelque chose qu'on a tendance à faire parce que ça nous rend mal comme personne de pas comprendre ce que l'autre personne est en train de vouloir nous dire. Mais souvent, la personne, elle va s'en rendre compte que vous faites semblant de comprendre. Puis ça, c'est fâchant aussi. Fait que c'est correct de dire, j'ai pas compris, est-ce que tu peux me l'expliquer d'une autre façon? Est-ce que tu peux me montrer l'objet dont tu me parles? Est-ce que tu serais capable de m'écrire? Puis même à la limite de dire, écoute, là, je suis un peu pressée, puis c'est pas le bon moment. Ce soir, on s'assoit ensemble, puis on en reparle. Fait que c'est correct de le nommer, mais de faire semblant d'avoir compris, la plupart du temps, la personne va s'en rendre compte que vous n'avez pas compris, puis que vous lui dites « Ah oui, c'est correct, on passe à d'autres choses. » Ça peut être répond pas nécessairement à sa question ou à son besoin. Exactement. Une complexité qui est là, qui est un défi au quotidien, c'est que physiquement, la personne est pareille. Mais ce qui rentre, ce qui est traité, puis ce qui ressort, c'est plus pareil. Le module ou le modem langage ou l'application langage n'est pas comme avant. Puis l'application parole n'est pas comme avant. Mais physiquement, la personne est pareille. Fait que, tu sais, les conjoints-conjointes, eux, sont sensibilisés parce qu'ils vivent au quotidien. Mais un étranger qui arrive ou quelqu'un de l'extérieur, là, c'est justement comme Monica dit, peut faire semblant, oui, mais la personne n'a pas compris. Puis là, ça amène une cascade. Fait que c'est vraiment des enjeux
qu'il faut comme étaler, puis discuter, puis décider lesquelles batailles on choisit aussi. Je pense que c'est aussi de ne pas sous-estimer sa compréhension à la personne, parce que des fois, on se rend compte que, bon, vu que la personne a de la difficulté langagière, c'est comme si elle ne comprenait pas nécessairement. Exact. Mais en même temps, c'est pas parce qu'elle n'est pas capable d'exprimer un message que son message, elle ne le comprend pas, puis elle n'est pas en mesure de... Tout à fait. Absolument. Dans la majorité des cas, la compréhension va être très bien préservée, dans différentes formes. Ça va être... Puis même dans différentes formes, ça va être quand même relativement bien préservé tout au long de la maladie, ou en tout cas, assez pour que la personne soit capable de faire un choix, puis assez pour que la personne soit capable qu'on s'adresse à elle plutôt que de s'adresser directement aux proches parce que la personne a de la difficulté à s'exprimer. Fait que, c'est des enjeux qui sont, qui sont difficiles. Il y a des contextes qui sont particulièrement difficiles, comme parler au téléphone, les conversations de groupe. Fait que souvent aussi, on va conseiller aux proches juste d'adapter un petit peu les activités. Mais ce qu'on veut, c'est que la personne demeure active socialement. Puis au plan de la communication, et non qu'elle s'isole. Fait que c'est un peu de trouver la balance entre dans quoi la personne va être confortable, mais on veut pas que la personne se retire des situations de communication parce que c'est trop difficile puis parce qu'elle vit des échecs ou des choses qui sont moins plaisantes. Puis on se rend compte aussi dans des milieux, justement, de te parler d'être dans des groupes, etc., j'ai des souvenirs où, justement, à notre centre de jour, il y avait un monsieur qui avait vraiment beaucoup de difficultés langagières. Puis quand l'attention était tournée vers lui, c'est à ces moments-là, souvent, qu'on se rendait compte qu'il y a encore plus de difficultés à trouver son mot parce que l'anxiété... Alors que si on le laisse tranquille, il est capable de s'exprimer. Exactement. Fait que, tu sais, plus il était anxieux, moins il trouvait son mot. Puis là, il arrêtait de parler parce que, justement, il y avait de la pression. Une des choses qu'on a dans le collimateur qui est, je dirais, 80-90% avancé, c'est un gros projet avec Maude Tastavin, qui était une médecin de Marseille, en France, en fait, qui est venue faire un fellow avec nous et avec l'équipe qui a mis en place, dans le fond, un détail très, très, très spécifique selon les variantes, c'est-à-dire la variante logopénique, la variante non-fluente agrammatique, la variante sémantique, de l'évolution des APP dans le temps. Et ce qu'on veut éventuellement, c'est de pouvoir, les gens qui sont assis dans notre bureau, à qui on annonce un diagnostic d'une certaine variante, de pouvoir dire, tu sais, parce que c'est souvent la prochaine question de la famille, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire de l'orthophonie, on met les choses en place, le mandat en cas d'inaptitude, les choses classiques, mais aussi vers où on s'en va. Donc, on a un peu une idée de comment ça évolue, un patient Alzheimer, mémoire classique. Bien là, on va être capable, je vous dirais d'ici, mettons, 1 an, on va être capable de pouvoir remettre aux familles une espèce de carte routière globale, pas avec les détails, mais une carte routière globale qui dit, voyez ici, on est probablement en stade léger. Ici, quand vous voyez ça, on est en stade modéré, puis là, on est en stade sévère, pour un peu commencer à préparer la famille à ce qui s'en vient, puis mettre les choses en place. Il y a les demandes anticipées d'aide médicale à mourir aussi qui sont rapidement sur la table des discussions quand on est en clinique avec les patients et les familles. Puis ça va permettre un peu d'avoir, malgré la souffrance associée à la maladie, d'avoir un peu, une ligne de conduite sur vers où on s'en va. Puis les gens nous demandent aussi, mais qu'est-ce qu'on fait avec... nous, on a un condo en Floride. Nous, on passe 6 mois en République dominicaine. Est-ce qu'on continue? Ça permet de placer les choses aussi dans la longue trajectoire de la maladie. Parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais tu sais, une des particularités des aphasies primaires progressives, c'est que souvent, le début de la maladie est une dizaine d'années plus tôt qu'une maladie d'Alzheimer classique mémoire. Donc, on est dans des enjeux qui sont différents. C'est pas rare, nous, qu'on a des gens avant la soixantaine là, qui arrivent dans nos bureaux, qui ont un diagnostic, donc des gens qui vont devoir arrêter de travailler à cause du diagnostic, des gens qui ont encore des enfants qui restent à la maison, qui sont aux études, des gens qui ont des conjoints qui sont encore au travail. Fait que, au niveau des deuils à faire pour les proches, puis au niveau de la gestion du quotidien, on est vraiment dans d'autres choses. Fait qu'on parlait de mieux savoir ce qui s'en vient pour mieux se préparer. Bien, on a des gens, des fois, qui ont 55 ans, là, donc qui ne sont pas encore en train de prévoir nécessairement la fin de vie, là, on s'entend. Donc, ça aussi, ça fait partie, c'est très important pour cette population-là parce qu'on est dans des enjeux, dans des défis qui sont très différent de la maladie d'Alzheimer, plus classique, mémoire, qui va survenir un petit peu plus tard. Là. Est-ce qu'on sait, justement, parlant d'évolution et tout, est-ce qu'on sait
de manière générale, si l'évolution des aphasies est plus rapide ou moins rapide? Est-ce qu'elle est longue ou pas longue? Parce qu'on sait qu'il y a certains troubles neurocognitifs qui évoluent plus rapidement que d'autres. Ouais, absolument. Dans le cas des aphasies primaires progressives, l'évolution, est-ce qu'on a une idée de manière générale? L'APP logopénique ressemble beaucoup à la maladie d'Alzheimer classique mémoire en termes d'évolution. La variante sémantique, vraiment, est très longue. C'est celle qui évolue le plus lentement. Mais il y a des nuances. Hein? L'APP sémantique, on a parlé beaucoup des éléments sémantiques comme tels, mais elle est aussi celle qui implique le plus de changements comportementaux. Donc, au point où les gens ont des rituels, des comportements stéréotypés qui ne sont pas productifs, qui sont agaçants pour les proches, la désinhibition, une perte aussi de la capacité d'abstraction deviennent très rigides, concrets. En fait, ils remplissent éventuellement les critères de la variante comportementale de la démence frontotemporale. Donc, ça devient très comportemental en plus du langage. Donc, ça a d'autres enjeux. Et la variante non fluente en grammatique, c'est celle qu'on peut dire qui évolue le plus rapidement des trois parce qu'elle combine des aspects moteurs parkinsoniens. Donc, là, c'est la combinaison du langage puis du moteur. OK, c'est intéressant. Où je m'en allais avec ça? Ça m'amène après ça. Oui, je viens de me souvenir. En parlant de tout ça, de comment interagir avec ces gens-là, je me souviens d'avoir vu sur le site de Artère, on a parlé un petit peu avant d'être en ondes, mais le site d'Artère, ils offrent une formation pour les personnes, l'entourage, pour comment agir ou comment interagir avec une personne qui souffre d'aphasie. C'est sûr que Artère, eux, c'est peut-être plus justement des gens qui vivent avec une aphasie post-AVC. Par contre, je pense que ça peut, vous saurez me le dire, là, me reprendre si jamais j'ai tort, mais je pense que ça peut quand même se ressembler au niveau des interactions, au niveau des stratégies adoptées. Oui, en fait, il y a des stratégies gagnantes au plan de la communication qui vont faciliter soit l'expression de la personne, soit la compréhension de la personne, puis qui, tout à fait, vont être aussi valables pour quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer à la suite d'un AVC, d'une aphasie post-AVC ou dans le contexte d'une aphasie primaire progressive. En parlant d'Artère, ça m'amène à parler du programme Apprivoiser l'APP. Donc, c'est un programme qu'on a développé avec la chaire, dont on est très, très fiers. En fait, c'est un programme d'information et de soutien pour les gens qui ont reçu un diagnostic d'aphasie primaire progressive et leurs proches. Donc, c'est des rencontres qui se font en présentiel. Parce qu'on voulait que les gens puissent être ensemble. On ne voulait pas que les gens regardent, ce sont des rencontres. Donc, le programme est sur 6 rencontres. Puis, à chaque rencontre, il y a une thématique particulière qui est abordée. Puis, ce qu'on a fait avec la chaire, en fait, c'est qu'on a regroupé des experts dans le domaine de l'APP, oui, au niveau de la neurologie, au niveau de la communication, mais aussi au niveau de la cognition. Donc, quels sont les changements cognitifs auxquels on peut s'attendre? Quels sont les changements de comportement? Quel est le processus de deuil? Donc, on a des experts qui ont filmé des capsules vidéo sur ces différents sujets-là. Et dans le programme, dans le fond, le programme, il est donné via des organisations communautaires. Donc, à Québec, sur la Rive-Nord, actuellement, c'est Artère qui donne le programme. Et chez Artère, c'est l'animatrice qui va donner le programme. Donc, à l'intérieur de chacune des séances, il y aura le visionnement des capsules qui ont été produites par les experts. Et par la suite, des discussions. Donc, par exemple, on pourrait avoir la capsule de Dr Laforce sur les variantes de l'aphasie primaire progressive, les symptômes. Et par la suite, une discussion avec l'animatrice et les proches, les personnes atteintes sur, vous, par exemple, c'était quoi les premiers symptômes? Qu'est-ce qui est apparu en premier? Qu'est-ce qui vous a questionné? Donc, pour vraiment amener les gens à partager leur expérience. Donc, ça, c'est un programme qui est clé en main, qui est disponible pour toutes les associations partout au Québec. Donc, nous, ce qu'on voulait faire avec la chaire, en fait, c'est d'être un peu le catalyseur, de centraliser l'information pour après décentraliser. Donc, il y a des gens, il y a des associations dans le coin de la Rive-Sud de Montréal, sur la Rive-Sud de Québec, des organisations communautaires qui vont donner le programme là, dans cet automne ou cet hiver, qui vont commencer à le donner. Puis, s'il y a d'autres associations qui sont intéressées, ils peuvent communiquer avec nous. C'est vraiment,
c'est gratuit. Ce que ça prend, c'est les locaux, l'animateur, puis la volonté de vouloir accueillir ces gens-là. C'est super intéressant. Ça. Dans le fond, si jamais une famille, 2 personnes, vous disiez tantôt que c'était des dyades. Oui. Donc, c'est la personne qui vit avec la maladie, puis son proche qui participe à ça. Si jamais, justement, une dyade veut y participer, ils font appel à vous, à Artère, peu importe? En fait, peu importe. Je dirais, si c'est dans la région de Québec, ils peuvent communiquer directement avec Artère, mais ça arrive souvent aussi que les gens passent par nous. Puis moi, je sais dans quelle région qui le donne exactement. Donc, ils peuvent communiquer sur le site de la plateforme APP. Il y a un onglet Contact ou Contactez-nous. Là, je me souviens plus exactement comment il est libellé, mais ça se rend directement à nous. Donc, nous, on peut aussi, si la personne est dans une autre région puis aimerait suivre le programme, à ce moment-là, nous, on peut les mettre en contact avec l'association qui le donne. Puis il y a des associations aussi qui ne le donnaient pas, puis c'est venu justement des gens, ils disaient, là, on a des gens qui nous ont parlé de votre programme, qui nous ont dit, est-ce que vous donnez Apprivoiser l'APP? Puis c'est comme ça que l'association entre en contact avec nous. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre aux questions, soit des gens qui sont intéressés à suivre le programme, ou des associations qui aimeraient le donner. C'est sur combien de semaines? C'est combien d'ateliers? Oui, c'est sur 6 semaines. Puis, on a, dans le fond, la 6e semaine, le dernier atelier qui est seulement pour les proches. Parce qu'on aborde vraiment tout ce qui est le processus de deuil, les changements de comportement, on aborde les enjeux légaux, la fin de vie. Puis, on trouvait ça important aussi d'avoir un espace, un moment où les proches peuvent échanger entre eux, puis des fois peut-être échanger sur du contenu qui est un petit peu plus difficile à véhiculer quand notre proche atteint est juste à côté de nous. Là. Donc, on voulait leur donner cet espace-là. Donc, les 5 premières semaines, c'est vraiment en dyade. Puis, la dernière semaine, c'est pour les proches. Là, seulement. Parce que ce que je me rends compte, ce qu'on reçoit assez régulièrement comme commentaire, souvent, c'est après avoir reçu un diagnostic, peu importe le diagnostic, c'est comme si on me donne un diagnostic, retourne à la maison. Maintenant, à partir de ce moment-là, souvent, les gens disent, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? C'est tout, on n'en sait pas plus. Donc, vous, d'un coup, qu'on donne ce diagnostic-là, il y a quand même, justement, des références, de l'information, probablement, qui est donnée par rapport à ça, mais vous pouvez offrir ces références-là vers ce groupe qui est donné, qui est quand même très intéressant, puis qui permet aux gens de ne pas se sentir seuls, parce que on l'a nommé avant, mais vous envoyez à tous les jours. Eux, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent parler du mot aphasie primaire progressive. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas... Absolument. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, pour avoir eu la chance d'assister à une des rencontres, à la rencontre des proches, c'est hyper riche de les voir, échanger. Puis, nécessairement, dans le groupe, il y a des gens où ça fait plus longtemps que la maladie est entrée dans leur vie. Il y en a que ça fait moins longtemps. Donc, ils ont des expériences aussi différentes. Puis, c'était vraiment super de les voir échanger puis de se sentir compris un peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des différences avec la maladie d'Alzheimer classique, avec les autres troubles neurocognitifs. Après, tout le monde est différent, mais il y a quand même des similitudes dans leur vécu que c'était magnifique de les voir se reconnaître à travers ça. Ça vient dissiper un peu le poids de la maladie, d'avoir d'autres gens qui vivent la même chose. On se le fait demander souvent, Clinique Mémoire, y a-tu des groupes, y a-tu... Oui, mais on n'enlèvera pas non plus l'espèce de vide après le diagnostic. Je pense que ça, on l'entend beaucoup, puis c'est là. Je pense, tu sais, avant de pouvoir comme embarquer dans ce genre de ressources-là, puis d'être interpellé par ce genre de ressources-là, il y a une démarche personnelle aussi. Il faut se sentir prêt. Exactement, c'est ça. Puis la vitesse à laquelle on va être prêt, il y a des gens qui seront jamais prêts. Elle varie de personne en personne. Donc, c'est sûr que... Mais au moins de savoir, d'avoir l'outil, de dire, OK, je sais que ça existe, donc quand je serai prêt, je pourrai faire appel à tel organisme, organisation. Ça peut être vraiment pertinent. Oui, tout à fait. Puis des fois, c'est les proches qui vont être prêts à aller chercher des ressources plus rapidement que la personne qui a reçu le diagnostic. Des fois, c'est le contraire aussi. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de modalités aussi qui sont possibles aussi là-dedans. Puis on essaie d'accompagner le mieux possible chaque personne selon où elle est rendue dans ce processus-là d'acceptation de la situation, en fait. Là. Ben, merci énormément. Je ne sais pas s'il y avait des choses qu'on pouvait ajouter. Je pense du moins, pour ma part, je pense qu'on a fait une belle... Un beau portrait. Vraiment. Je pense qu'on a parlé de tous les aspects de la chair. Je dirais que l'aspect international nous amène beaucoup actuellement, mais on n'a pas fait ça au détriment
des efforts locaux comme apprivoiser l'APP, la plateforme APP, puis les ressources. Il y a un courriel, il y a une adresse oui, c'est ça. info Donc, si on veut plateforme plus APP, d'informations, on peut vous contacter. Oui, sur la plateforme. La voix, elle est très, très directe vers moi. Fait que je réponds. C'est là. Ben, ça... Il y a un balado, pas un balado, mais il y a un comment t'appelles ça, là, ce que tu as parti avec des infos, capsules infos. En fait, on va avoir une infolettre. Infolettre. Là, c'est presque un scoop, mais pas tout à fait. On a une infolettre, une première qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc ça, les gens, en allant sur la plateforme APP, ils vont avoir l'invitation à s'inscrire à l'infolettre. Donc, c'est autant pour les professionnels de la santé que les personnes qui ont reçu un diagnostic, les proches. Puis, à travers l'infolettre, ce qu'on veut, c'est un peu tenir au courant. Tenir les gens au courant de ce qu'on fait, si on a des projets, s'il y a des nouveautés, etc. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les gens de s'inscrire à l'infolettre. Puis, la première est sur le point de sortir. Donc, il est encore temps de vous inscrire, de rien manquer. Wow, puis on lance un appel aussi parce que ces instruments-là qu'on parlait, qu'on développe et qu'on valide, on a besoin de gens, autant des gens sains qui n'ont pas de problème de langage ou problème de la parole, à nous contacter pour participer. On a besoin de sujets sains, puis on a besoin de gens qui ont des aphasie primaire progressive pour valider aussi les instruments. Bien, encore une fois, justement, une personne qui a une aphasie primaire progressive veut faire partie d'un projet de recherche, elle va sur la plateforme, vous contacte, même, toujours le même avec le courriel, puis c'est facile. À ce moment-là, nous, on peut... après ça, moi, je prends contact avec les gens pour leur expliquer un peu qu'est-ce qu'on a présentement, puis après ça, les gens décident s'ils sont... Oui, exactement, s'ils sont intéressés. On se déplace à domicile pour le testing, fait que même si c'est l'hiver, puis c'est plus difficile pour les gens de venir, ou c'est les gens qui sont plus loin, qui sont en région, on se déplace pour aller faire les tests. OK, donc on n'inclut pas juste les gens de la capitale nationale, on peut quand même avoir accès à toute personne à travers le Québec qui vit avec une aphasie. Absolument. Donc, les gens peuvent nous contacter, puis nous, on va débroussailler tout ça pour eux, puis leur parler des possibilités qu'on a. Puis on a toujours plein d'idées. Oui, c'est ça. Non, on n'a pas encore, c'est ça, mais éventuellement, peut-être. C'était vraiment super intéressant. On va mettre, comme je l'ai dit tantôt, je vais mettre en lien la plateforme dans la description, puis on va aussi mettre le lien vers Artère pour les personnes qui sont intéressées, parce que c'est un très bel organisme. Absolument. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps. C'était super agréable. Merci beaucoup. Merci à toi.